Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour une nouvelle édition des Matins du Sénat. Et alors que le coronavirus se propage dans le monde entier, le Sénat a adopté la semaine dernière une proposition de loi pour limiter le développement des épidémies. Hasard du calendrier, ce texte est en plein dans l'actualité aujourd'hui et il propose aux personnes suspectées d'être contaminées un isolement contraint au domicile. Je vous laisse écouter les débats des sénateurs. En commençant à travailler sur ce texte il y a déjà quelques mois, je ne pensais pas qu'il serait, lors de son passage en séance, sous le feu de l'actualité. Et pourtant, après l'épidémie de SRAS en 2003, celle du coronavirus qui se profile nous rappelle que les épidémies de maladies infectieuses sont toujours d'actualité, réveillant de vieux fantasmes, conduisant parfois à des réactions totalement irrationnelles. Sans minimiser cette dernière, je voudrais simplement rappeler que l'épidémie de grippe saisonnière a fait 7000 morts en France pour l'année 2009, alors qu'on peut se prémunir facilement contre cette maladie trop banalisée. Le changement climatique, en rendant autochtones, je parle pour la France métropolitaine, certaines pathologies jusque-là tropicales, les grands mouvements de population ne font qu'accroître ces risques. Et la seule chose que nous pouvons contrôler est notre capacité de réponse. Encore ne parlerai-je pas de scénarios catastrophes dans lesquels la fonte du permafrost libérerait des virus jusque-là congelés, type anthrax. Si aujourd'hui une réponse est possible au niveau national, permettant, comme nous le voyons, de faire face à des situations sanitaires exceptionnelles, il m'est apparu pertinent de préciser les dispositions existant en ce sens et de doter notre arsenal de niveaux complémentaires local. C'est pourquoi j'ai déposé une proposition de loi permettant d'encadrer juridiquement de nouvelles méthodes et d'équiper au mieux notre pays contre les différentes menaces sanitaires. Le texte que nous examinons prévoit donc la lutte contre les maladies vectorielles, la gestion des cas de personnes dites contacts ou les modalités, certes exceptionnelles, de mise à l'isolement contraint. Les 3 premiers articles abordent les maladies vectorielles, c'est-à-dire transmises par un vecteur type moustique, dont la multiplication de certaines espèces en France métropolitaine est favorisée par le changement climatique. Ils répartissent au mieux, je parle de ces 3 articles, les responsabilités entre l'État et les collectivités territoriales pour mettre en place une politique de prévention. L'article 4 a pour but de favoriser la lutte contre l'ambroisie, plante à l'origine d'allergies sévères, là encore en articulant au mieux les différentes responsabilités, en particulier celle de pouvoir pénétrer sur les propriétés privées. L'article 5 vise à faire évoluer le système de maladies à déclaration obligatoire afin de le rendre plus efficace tout en garantissant l'indispensable confidentialité. L'article 6 est particulièrement d'actualité puisqu'il prescrit des mesures d'éviction et de maintien à domicile de personnes asymptomatiques mais ayant été en contact avec un ou plusieurs patients atteints de maladies contagieuses. Quant à l'article 7, il prévoit l'isolement contraint de patients atteints de maladies contagieuses et présentant un risque grave pour la santé de la population, un peu le pendant de ce qu'est l'hospitalisation d'office en psychiatrie. Je ne serai pas plus long car j'ai à cœur de pouvoir mener à bien la lecture et le vote de ce texte dans le peu de temps qu'il nous reste. Et je terminerai en saluant les travaux de notre commission et en remerciant chaleureusement notre rapporteur qui a permis, à mon sens, d'apporter plus de clarté et de précision à cette réflexion. Je vous remercie. Merci. Donc la parole est maintenant à Monsieur Martin Lévrier, rapporteur de la Commission des Affaires sociales. Pour 10 minutes maximum. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, en complément des propos de notre collègue Michel Amiel, je voudrais tout d'abord insister sur un point d'attention pour la Commission des Affaires sociales. La Commission s'est en effet attachée à ce que les nouvelles mesures de sûreté sanitaire qui pour certaines emportent des restrictions de la liberté d'aller et venir pour des motifs d'ordre public, soient assorties de toutes les garanties nécessaires à la protection des droits de nos concitoyens. C'est particulièrement vrai pour la mesure d'isolement contraint
qui, sans terme explicite, présentait un risque élevé d'inconstitutionnalité. Je m'attarderai sur les apports de la Commission aux articles 1 à 4, qui renforcent l'efficacité et la pertinence de l'intervention des acteurs publics face aux risques sanitaires émergents que sont les maladies vectorielles, c'est-à-dire les maladies transmises par la piqûre d'un moustique porteur d'un agent pathogène. À notre sens, le rôle du maire, comme échelon local de proximité, doit rester premier. C'est à lui que doivent incomber la surveillance des zones de sa commune où les gîtes larvaires sont susceptibles de se développer, mais aussi leur signalement. Nous nous sommes montrés favorables à l'attribution à l'ARS de la compétence et de la responsabilité en matière de police des maladies vectorielles. Pour autant, le rôle de signalement reconnu au maire traduit le souci de l'intégrer pleinement, mais à la mesure de ses moyens, à la mission de police nouvellement créée, sans pour autant l'investir d'une charge que les réalités du terrain le rendent souvent incapable d'assumer. La Commission a en conséquence supprimé l'article 3 qui présentait un risque de transfert implicite au maire de la compétence préventive de l'ARS. En effet, nous sommes attachés à ce que l'intervention du maire se limite à une obligation de moyens que remplit le pouvoir de surveillance et de signalement et ne s'étende pas à une obligation de résultat qu'impliquait la fourniture d'état des lieux. Je souhaite également revenir sur un point ayant donné lieu à un débat en commission. L'article 2 de la proposition de loi menaçait l'équilibre qu'avait atteint la loi de 1964 relative à la lutte contre les moustiques, qui distingue nettement la compétence des conseils départementaux selon que la lutte contre le moustique s'inscrit dans un but de santé publique ou dans un but de confort. La démoustication de certaines zones, historiquement laissées à la discrétion des départements, soucieux de développer leur potentiel économique ou touristique, a permis l'émergence d'acteurs spécialisés et peu connus, dont la compétence doit être préservée. En érigeant la lutte de confort contre les moustiques en compétence obligatoire, l'article 2 crée une extension manifeste de compétences à la charge des collectivités départementales et menacer la pérennité financière de leurs opérateurs. C'est pourquoi la Commission a souhaité en rester à l'état du droit actuel. Je souhaite enfin évoquer le sujet important de la protection des droits des personnes contacts évincées. J'avais indiqué lors de l'examen en commission que ma vigilance à cet égard se maintiendrait. Bien que très confiant dans le pragmatisme des professionnels de santé en la matière, je ne suis pas parfaitement convaincu que les dispositions en vigueur assurent une protection satisfaisante de la personne évincée en termes d'indemnisation des jours non travaillés auxquels elle est contrainte. Vendredi dernier, Madame la Ministre, quelques 200 Français revenus de Chine, dont la plupart ne sont a priori pas infectés par le coronavirus, ont signé un engagement à respecter une quarantaine de 14 jours dans un lieu où leur prise en charge administrative et juridique pourrait susciter des inquiétudes. Comment concevoir que cette éviction, à laquelle ces personnes se prêtent pour l'heure sans y être contraintes, ne soit pas assortie de garanties juridiques et financières dédiées? Ce serait à mes yeux le premier devoir d'un législateur averti que de sécuriser explicitement les risques auxquels les personnes contacts s'exposent. C'est le sens de l'amendement de la Commission qui vous sera présenté. Je vous remercie. Merci. Donc la parole est maintenant à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, si la sécurité sanitaire est une notion récente qui n'existait pas dans le début des années 90, elle est aujourd'hui l'un des points cardinaux de notre système de santé. Tout a commencé par le drame du sang contaminé, drame à la suite duquel plusieurs textes législatifs ont permis de construire un édifice robuste qui offre aujourd'hui un très haut niveau de protection à nos concitoyens. Votre Assemblée a joué un rôle de tout premier plan dans cette construction. C'est ici, au Sénat, en 1990, qu'ont été proposés l'élargissement de la sécurité sanitaire au-delà de la transfusion sanguine et plus récemment, en 2007, la création de l'Agence du médicament, pour ne citer que ces deux exemples. Aujourd'hui comme hier, nos objectifs doivent être à la hauteur des risques.
Le premier objectif, c'est bien évidemment de protéger les populations en nous inscrivant dans une démarche d'amélioration continue du système de santé. Et il faut être lucide. La sécurité sanitaire doit aujourd'hui répondre à de nouveaux risques qui se présentent comme autant de défis à relever. Je pense en particulier aux risques infectieux à transmission interhumaine d'origine alimentaire ou environnementale, mais aussi aux crises d'origine sanitaire comme les épidémies ou aux crises à impact sanitaire comme les catastrophes naturelles ou les risques liés au terrorisme. La sécurité sanitaire doit donc disposer de nouveaux instruments pour atteindre ces objectifs par davantage de prévention, de surveillance de détection, d'évaluation, d'alerte et d'intervention, souvent en urgence. C'est l'objet de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Si le gouvernement décide de soutenir cette proposition de loi, c'est qu'elle répond au besoin de renforcer le dispositif de sécurité sanitaire et les événements que nous rencontrons actuellement ou que nous avons rencontrés ces derniers mois confirment toute sa pertinence. Parce que oui, si notre édifice est solide, le renforcer toujours davantage, c'est anticiper et se préparer à faire face aux nouvelles menaces. J'en citerai quelques-unes, à commencer par celles liées aux vecteurs d'infection que sont les moustiques et qui se traduisent par le virus du Zika, de la dengue ou du chikungunya. Les territoires ultramarins sont régulièrement confrontés à de telles épidémies, mais des foyers ont également été identifiés en métropole ces dernières années. La prévention des maladies transmises par les moustiques vecteurs est indispensable et elle nous impose de procéder à la destruction des gîtes larvaires, notamment en limitant les eaux stagnantes, mais aussi d'intervenir rapidement autour des cas pour démoustiquer en urgence les alentours d'une personne malade et limiter ainsi la propagation du virus. Cette prévention des maladies transmises par les insectes vecteurs a un coût important pour la sécurité sociale en termes de prise en charge, puisqu'elle s'accompagne nécessairement d'arrêts de travail pris en charge par la solidarité nationale. Rendre la sécurité sanitaire plus efficace, c'est aussi reconnaître qu'elle doit être le fruit d'une action concertée de l'État et des collectivités locales, et je pense en particulier au rôle des maires, qui, dans ce domaine, comme dans bien d'autres, sont en première ligne face aux angoisses de nos concitoyens. J'en viens aux menaces constituées par des événements naturels ou industriels. Ces menaces nouvelles prennent pour certaines d'entre elles des proportions très importantes. À titre d'exemple, ces dernières années, l'ambroisie, une plante invasive originaire d'Amérique du Nord, s'est développée dans de nombreux milieux au détriment de la santé de nos concitoyens. En Auvergne-Rhône-Alpes, l'Observatoire régional de santé a estimé en 2017 qu'environ 650 000 personnes, soit environ 10% de la population régionale, ont consommé des soins remboursés en lien avec l'allergie à l'ambroisie pour un coût global de 40 millions. D'autres menaces sont connues, mais elles demandent de redoubler d'efforts pour protéger le mieux possible nos concitoyens. Je pense aux risques industriels et à la nécessité de compléter les dispositions protégeant les personnes qui vivent à proximité des centrales nucléaires. La distribution de comprimés d'iode est réalisée aujourd'hui grâce à une mobilisation très active des officines de pharmacie. Malheureusement, seuls 51% des habitants concernés viennent récupérer leurs comprimés d'iode. Tout en conservant ce dispositif en première attention, il doit être complété par une distribution par voie postale. Enfin, je terminerai par les menaces liées aux infections contagieuses et graves. L'actualité nous rappelle, si besoin était, la nécessité de se doter de dispositifs adaptés pour éviter la propagation des infections transmissibles. À cet égard, la proposition de loi s'attache à encadrer deux dispositifs préventifs qui sont particulièrement nécessaires. Nous ne parlons pas ici simplement de répartition des compétences ou de capacité d'action des acteurs, mais aussi de liberté publique. Des mesures ont déjà été prises dans la loi de 2004 avec la rédaction de ce qui est aujourd'hui l'article L. 3131-1 du Code de la santé publique, mais il convient maintenant d'aller plus loin et c'est l'objet des articles 6 et 7. Ces mesures prévoient que des personnes contacts, a priori non malades, mais qui présentant un risque de développer une maladie, limitent les contacts avec des personnes saines. La Commission a souhaité s'en tenir aux seules mesures d'éviction et a écarté la possibilité de décréter le maintien à domicile de ces personnes. D'autres pays le font et nous devons approfondir la réflexion sur ce sujet, même s'il faut reconnaître que cela pose évidemment des questions de périmètre et de garantie des libertés individuelles. Quelques mots concernant l'indemnisation des personnes touchées par ces dispositions. Nous comprenons l'intention du rapporteur, elle nous permet de mettre
la lumière sur ces cas particuliers, mais le gouvernement ne pourra pas être favorable à la position du rapporteur. Mais nous en discuterons. C'est tout l'intérêt du débat parlementaire. Des mesures de cette proposition de loi sont attendues par les professionnels de santé qui se retrouvent parfois confrontés à des malades qui ne respectent pas les règles et qui favorisent en cela la transmission des maladies. Dès lors que les autorités sanitaires et préfectorales sont informées de tels comportements, il convient de leur donner les moyens d'agir dans un cadre précis. Le gouvernement a déposé un nombre très restreint d'amendements afin de poursuivre la réflexion entamée par la Commission et je n'en doute pas que sur un sujet aussi sensible, nous avancerons ensemble dans un esprit à la fois responsable et constructif. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Sonia de la Provôté pour 8 minutes. Alors que nous examinons aujourd'hui la proposition de loi relative à la sécurité sanitaire, les exemples dans l'actualité récente et plus ancienne illustrent l'importance de l'enjeu soulevé. En début de semaine, nous apprenions qu'une infection par pneumocoque touchait des salariés d'un chantier naval de Marseille, entraînant la mise en place de mesures sanitaires, notamment vaccinales. Citons aussi l'épidémie liée au coronavirus nCoV 2019, identifiée en janvier dernier en Chine et son arrivée en France. Une question demeure, si le coronavirus devenait une réelle épidémie, en France, serions-nous en mesure d'y faire face et comment ? Autre sujet, lors de l'épisode d'épidémie de bronchiolite hivernale, plusieurs enfants ont dû être transférés à des centaines de kilomètres de leur lieu d'habitation, faute de lits, reflet du manque de moyens hospitaliers. Je veux également évoquer l'exemple de l'épidémie de rougeole qui sévit dans notre pays depuis la fin 2017 et à cette occasion le problème soulevé par la disponibilité et la couverture vaccinale insuffisante. Il est donc nécessaire de suivre de près la disponibilité des stocks de vaccins, détecter les éventuelles pénuries et les signaler rapidement. On le voit bien, la nette amélioration de la surveillance, de la prévention et de la vaccination ont permis de diminuer les risques, voire d'éradiquer certaines maladies infectieuses. Les sujets sont multiples pour faire face à de nombreux dangers qui persistent encore et aux nouveaux qui se profilent. En outre, la mondialisation des échanges, le changement climatique et l'urbanisation favorisent l'émergence et la propagation rapide de nouveaux risques pour les populations. Parmi eux, citons les maladies infectieuses vectorielles. Le cas du moustique tigre en est l'illustration. Il est le principal vecteur de la dengue, du chikungunya ou encore du virus Zika. Les territoires d'outre-mer ne connaissent malheureusement que trop bien ces pathologies. En raison du réchauffement climatique, l'aire de propagation du moustique s'étend d'année en année et concerne désormais une grande partie de la France métropolitaine. En 2004, le moustique tigre n'était présent que dans un seul département métropolitain. C'est désormais 51 départements qui sont touchés en 2018. Cette évolution est bien sûr inquiétante, d'autant que l'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici 2050, la dengue pourrait devenir le plus grand fléau de l'humanité. On le voit ici, la veille et l'alerte sont essentielles. Et que dire enfin des pathologies potentielles liées aux expositions sanitaires environnementales de notre monde moderne ? Pourtant, l'ANSES nous alerte toutes les semaines sur de nouveaux risques pour notre santé. L'impact des fréquences d'ondes électromagnétiques de la 5G, les nitrates dans la charcuterie, des produits chimiques comme dans les protections féminines, etc., etc. Les exemples sont nombreux. Là encore, c'est la veille sanitaire qui est prioritaire, le suivi de cohortes, l'évaluation des expositions. Rappelons-nous l'amiante, le temps si long entre les fortes suspicions épidémiologiques et la décision d'éviction de ce cancérogène puissant. C'est un cas d'école qui doit nous rappeler à quel point le temps sanitaire et le temps des décisions, y compris administratives, doivent mieux converger. Même si nous avons progressé, nous sommes encore loin du compte pour une veille sanitaire efficace, débusquant les nouveaux risques. On voit bien que la communauté internationale prend conscience de la mesure, de l'ampleur de l'alerte sanitaire vis-à-vis des populations. En France, ces sujets nous invitent à revisiter notre organisation du national au régional, départemental et local. Notre organisation doit couvrir tous les champs du signalement à l'alerte, de la prévention à la mise en œuvre de plans actifs ad hoc. Tous les éléments de la chaîne de décision méritent d'être évalués, certains améliorés, d'autres repensés, que l'on parle de risques classiques, de risques nouveaux ou émergents.
Plans blancs et rouges, process de mobilisation de la chaîne administrative et sanitaire, campagne de vaccination, traitement préventif, prise en charge médicale, mesures d'isolement et d'éviction, identification et protection contre des facteurs de risque vectoriels ou non, diffusion des conduites à tenir simples et lisibles pour les citoyens, signalement des cas, recensement dans des registres, réseau de veille, etc., etc. Tous ces sujets sont liés et doivent être traités ensemble car ils participent du même objectif. La PPL proposée, si elle ne traite pas de tous les sujets, bien sûr, qui mériteraient d'être traités dans un texte de loi idoine, aborde cependant plusieurs questions qui vont contribuer à améliorer notre arsenal en matière de sécurité sanitaire et améliorer la protection des populations. Le texte traite de la prévention des maladies vectorielles par les moustiques, de la lutte contre l'ambroisie, clarifie les compétences des acteurs, de l'État aux collectivités locales, l'ANS et l'ARS, précise la distribution des comprimés d'iode et veille à créer un cadre pour l'éviction des personnes, protégeant notamment les données à caractère personnel recueillies lors des enquêtes contacts. Ainsi, le texte tente à étoffer l'arsenal des mesures mobilisables en cas de risque ou de crise sanitaire. À cet effet, il institue des zones de lutte contre les moustiques en vue d'une éradication, que ce soit sur des propriétés publiques ou privées. Il renforce le rôle primordial du maire en matière de prévention en limitant le risque de propagation. À mon sens, le département, via les conseils départementaux, à l'instar de ce que faisaient les DAS à la même échelle territoriale, ont un rôle majeur à conforter comme coordinateurs et facilitateurs. Cette PPL propose également de favoriser la transmission des informations en faisant remonter à l'Agence régionale de santé et à l'Agence nationale de santé les cas de maladies nécessitant soit une intervention urgente, soit une surveillance particulière pour la santé de la population. La veille sanitaire est, comme je le disais, une des clés d'une bonne prévention. Concernant la prise en charge des personnes contacts ou infectées, le texte propose un cadre qui méritait d'être clarifié. Le principe qui est posé est le prononcé de mesures d'éviction. Les personnes contacts devront limiter leur présence dans les lieux regroupant du public et relever d'un maintien à domicile. L'exception prévue par le texte vise à pallier le refus d'une personne contact de se conformer à la mesure d'éviction et qui présenterait un risque grave pour la santé de la population. Dans ce cas, l'isolement contraint pourra être prononcé par le préfet, isolement contraint dont la durée a été précisée et limitée par la commission, et je m'en félicite. Enfin, le dernier chapitre tend à faciliter la distribution de pastilles d'iode. En effet, une récente étude a pointé que seule la moitié des personnes vivant autour d'une centrale nucléaire est allée en pharmacie pour en récupérer. Le dispositif mis en place dans la proposition de loi tend à faciliter cette distribution en permettant la livraison à domicile. Pour conclure, ce texte, par les compétences qu'il donne et clarifie, par les mesures prophylactiques et réactives qu'il prévoit, semble être une proposition bienvenue face aux risques grandissants auxquels fait face notre population. Bien sûr, il traite une partie seulement du vaste sujet qu'est celui de la sécurité sanitaire, mais il offre des outils plus clairs et juridiquement mieux encadrés. Cependant, il ne nous exonère pas d'une relecture complète de notre système face à l'accélération des événements d'alerte et à l'augmentation des risques nouveaux, différents et aux contours souvent difficiles à définir. Malgré ces remarques et pour ces raisons, j'indique que le groupe Union centriste votera le texte de loi adopté par la commission des affaires sociales. Je vous remercie. La proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui procède à plusieurs modifications conséquentes du Code de la santé publique en matière de sécurité sanitaire. Elle réforme en effet notre politique de lutte antivectorielle, sans doute datée, rend possible de nouvelles mesures d'isolement de personnes contagieuses dans un contexte d'épidémie ou de pandémie, modifie le cadre dans lequel s'inscrit la lutte contre les espèces végétales nuisibles, comme l'ambroisie, et tente d'assurer une meilleure protection sanitaire des personnes vivant à proximité d'installations nucléaires. Ces objectifs sont louables compte tenu des risques croissants pour la santé des populations que font peser les grands défis de notre siècle. Le réchauffement climatique s'accompagne ainsi d'une présence accrue d'insectes vecteurs de maladies, mais en même temps d'ailleurs leur nombre est en chute forte du fait des atteintes à l'environnement et de l'usage des pesticides. Ils progressent vers le nord de la France et leurs zones d'implantation se diffusent, y compris pour des espèces végétales extrêmement allergènes comme l'ambroisie. En outre,
La mondialisation de l'économie et les flux intenses qui la caractérisent rendent de plus en plus complexe, et la situation actuelle l'illustre, la circonscription d'une épidémie. Le législateur doit impérativement se saisir de ces problématiques car notre arsenal juridique est insuffisamment adapté. Cette proposition de loi y répond partiellement. Regroupée sous le large thème de sécurité sanitaire, il n'en est pas moins difficile de trouver la cohérence entre ces articles et entre les lignes des réponses concrètes aux enjeux sanitaires déjà bien présents sur l'ensemble de notre territoire. Les modifications apportées en commission par le rapporteur ont permis d'apporter à ce texte des clarifications et des précisions indispensables. C'est notamment le cas du suivi médical adapté dont doivent bénéficier les personnes contacts qui sont contraintes à respecter des mesures d'éviction ou de maintien à domicile. Je ne m'attarderai pas sur les mesures d'isolement de personnes contacts ou infectées prévues aux articles 6 et 7 qui font maintenant consensus dans leur rédaction au sortir de la commission. Je serai rapide également sur l'article 8 qui prévoit la livraison à domicile de produits de santé nécessaires pour protéger les populations en cas de risque majeur, notamment des comprimés d'iode en cas d'accident nucléaire. Il m'a semblé nécessaire de préciser que cet envoi postal devait être assumé financièrement par l'exploitant de l'installation ou de l'ouvrage. Je présenterai donc au nom de mon groupe un amendement en ce sens. Concernant la lutte antivectorielle, principalement dirigée contre les moustiques, je regrette qu'une telle réforme se fasse au détour d'une proposition de loi, c'est-à-dire sans étude d'impact et sans le travail d'investigation préalable indispensable. C'est un domaine de l'action publique qui est complexe, dans lequel interagissent un grand nombre d'acteurs. Modifier ce périmètre, celui de leurs compétences, n'est pas anodin. Il ne me semble pas que le législateur soit en mesure de légiférer dans de bonnes conditions sans un état des lieux des recherches, notamment entomologiques, médicales et épidémiologiques, sur les dynamiques de propagation des moustiques et des maladies vectorielles associées. Ceci est d'autant plus regrettable que l'Assemblée nationale a adopté en décembre dernier une résolution initiée par la députée de La Réunion, Erika Baretz, et qui porte sur la création d'une commission d'enquête chargée d'évaluer les recherches, la prévention et les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques et des maladies vectorielles. Cette commission a entamé ses travaux d'investigation en janvier et devrait, dans un délai raisonnable, formuler des recommandations concrètes pour réformer l'intervention publique en la matière. Dans ce contexte, nous craignons que les dispositions prévues aux articles 1 et 2 soient prématurées et potentiellement inadaptées. Est-ce une bonne façon de légiférer que de le faire sans que tous les éléments ne soient en notre possession? Cela va-t-il devenir une habitude? Un mot enfin sur la lutte contre l'ambroisie. C'est une problématique majeure dans le sud et l'est de la France, en particulier la région Auvergne-Rhône-Alpes, et les associations dénoncent d'ailleurs un important retard législatif et réglementaire pour se doter des moyens de gérer cette espèce nuisible. L'article 4 de la proposition de loi ne laisse pas transparaître une grande volonté en la matière, alors que les associations demandent une territorialisation de la lutte contre l'ambroisie en associant directement les maires. La logique retenue, qui consiste à calquer le régime juridique applicable à la lutte antivectorielle, me paraît en partie inadaptée et sans doute un peu trop bureaucratique. Je proposerai donc, au nom de mon groupe, des amendements pour améliorer la chaîne d'intervention des acteurs et ainsi l'efficacité concrète de la lutte contre l'ambroisie. Pour conclure, cette proposition de loi illustre, à mon avis, un mal français en matière de sécurité sanitaire. Nous sommes toujours trop faibles en matière de prévention. Nos services administratifs et nos ingénieurs ont une grande pratique de la gestion de crise et de l'élaboration de plans techniques, mais trop peu est fait pour que l'échelon local, les acteurs publics comme les populations s'en emparent et se l'approprient. Or, face à un enjeu aussi complexe que la lutte antivectorielle, puisque les gîtes larvaires peuvent être dans n'importe quel recoin urbain où peut stagner de l'eau, nous n'arriverons pas à contrôler la situation si on ne fait pas confiance à l'échelon local et si on ne mise pas plus sur l'implication et la formation des populations. Comme je le disais en préambule, ces enjeux ne sont pas ceux de demain, mais bien ceux d'aujourd'hui, et nous accusons un important retard. Je souhaite que la discussion que nous aurons au cours de cette séance permette d'approfondir les différents points cités et que nos amendements puissent contribuer à encore améliorer ce texte qui est nécessaire. Je vous remercie. La répétition des épidémies comme la dengue ou le chikungunya
dans les départements d'outre-mer et l'apparition de nouvelles épidémies, comme le Zika en Polynésie, font de la sécurité sanitaire un enjeu dont la réalité peut parfois devenir un véritable traumatisme national. La présence de vecteurs d'épidémie en métropole rend essentiel de disposer d'un système de lutte antivectorielle efficient. Aujourd'hui, l'actualité législative de notre Chambre rejoint l'actualité mondiale. Ce dimanche 2 février, le coronavirus a fait un premier mort hors des frontières chinoises aux Philippines. Au total, l'épidémie a fait 491 morts sur 24 300 contaminés dans 27 pays. Pour rappel, le SRAS avait fait 348 morts en Chine. L'Organisation mondiale de la santé a classé la semaine dernière l'épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale. Et de nombreux pays, dont la France, ont annoncé des mesures exceptionnelles. Les personnes à risque, qu'elles soient françaises ou non, ont été isolées sous surveillance militaire à Istres, puis dans un centre de vacances à Carry-le-Rouet. Or, puisqu'on ne peut pas laisser l'exception devenir la règle, ces mesures exceptionnelles doivent intégrer un cadre législatif qui corresponde aux nouveaux défis qu'impliquent la mondialisation des transports, le réchauffement climatique et la vulnérabilité accrue de nos systèmes immunitaires. Compte tenu de cette dimension internationale des épidémies, les virus ne connaissent pas de frontières. La France doit travailler en concertation avec les autres États membres de l'Union européenne ainsi que les services de l'OMS. En mars 2017, le texte numéro 471 déposé par Marisol Touraine, alors ministre des Affaires sociales et de la Santé, n'allait pas assez loin dans son périmètre. Réunie le mercredi 29 janvier 2020, sous la présidence de M. Alain Milon, la Commission des affaires sociales a examiné, sur le rapport de M. Martin Lévrier, la proposition de loi qui nous intéresse aujourd'hui. Elle marque déjà un très large pas dans la bonne direction. D'emblée, le texte réaffirme la répartition des responsabilités entre l'État et les collectivités territoriales. À l'État d'élaborer et mettre en place une politique de prévention et de lutte contre les maladies vectorielles, sans préjudice des missions d'hygiène et de salubrité dévolues aux collectivités. C'est, je crois, sur ce sujet de l'articulation des compétences que doit se porter notre attention la plus vive en tant qu'élus représentant les territoires et en particulier la ruralité. En effet, articuler la responsabilité entre l'acteur qui fonde sa compétence historique sur la proximité de son action, le maire, et celui qui la fonde sur la spécialité de sa mission, l'ARS, est l'enjeu. Le rôle du maire en matière de lutte antivectorielle doit être limité à un rôle de signalement auprès du directeur de l'ARS afin de ne pas alourdir excessivement ses missions. La Commission a supprimé l'instauration d'une compétence obligatoire de lutte contre les moustiques pour les départements en raison du coût supplémentaire important et non compensé qu'elle impliquait. Elle a également supprimé l'article 3 au motif qu'il présente un risque de surcharge de la compétence du maire. Le médecin et l'ARS sont tous deux de bonne volonté, mais la difficulté est dans le diagnostic différentiel et le lien numérique entre les deux. Quand un médecin détecte chez un patient des symptômes, il faut qu'il puisse rapidement évacuer les doutes et, en un clic, faire remonter le signal faible à l'ARS. En effet, ces signaux faibles constituent le seul outil crédible face aux superépidémies de demain, à la propagation accrue par la mutabilité des sources ainsi que par l'intensification des déplacements. L'article 5 met à cet effet à la disposition des professionnels de santé des outils informatiques accessibles. Parfois, le respect du protocole ne suffit pas et il faut mettre en place des mesures d'éviction, voire de maintien à domicile. Concernant l'éviction, il faut généraliser la règle de droit à tous les lieux accueillant des enfants ou de très nombreuses personnes. Concernant l'isolement, ce qui ne relève pas du domaine de la loi, concernant l'isolement contraint, nous avons décidé de renvoyer à un décret en Conseil d'État, ce qui ne relève pas du domaine de la loi. Nous avons garanti la protection des libertés fondamentales par le juge des référés. Nous avons limité dans le temps la période d'isolement contraint à 1 mois renouvelable. Il faut suivre avec précision le volume d'évolution des cas d'isolement contraint. Sous réserve de cette prudence, je voterai en faveur de ce texte tel qu'amendé par la Commission. Je vous remercie. Nous passons à la discussion du texte de la Commission.
Donc, sur le chapitre 1er, l'article 1er, une demande de prise de parole de Madame Michèle Gréaume. Le premier article de cette proposition de loi réaffirme le rôle de l'État dans la politique de prévention des maladies vectorielles. Il est du ressort de l'État, effectivement, de veiller à la bonne santé de la population. À ce titre, je regrette que le gouvernement ait décidé de se désengager du pilotage financier de l'Agence nationale de santé publique en faisant adopter dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 une disposition transférant son financement vers l'assurance maladie. Notre groupe avait déposé un amendement de suppression de cette disposition qui n'a pas été voté. Nous n'avons d'ailleurs toujours pas d'explication satisfaisante sur ce point. Nous avons néanmoins une petite idée de la raison qui a présidé cette décision. L'obsession de la diminution des dépenses publiques, la mission santé de la loi de finances pour 2020 voit donc son budget divisé par 2, en prenant en compte également le transfert du financement de l'Agence nationale de sécurité du médicament. En somme, désormais, plus aucun opérateur public assurant la prévention et la protection de la santé de la population n'est soumis au pilotage financier de l'État. De la même manière, cet article 1er se propose de renforcer les prérogatives des agences régionales de santé alors que celles-ci subissent également les mesures d'austérité budgétaire qui ont mené à une réduction des effectifs de l'ordre de 338 postes entre 2017 et 2018. Cela nous conduit aussi à reposer la question de la démocratie sanitaire. Si l'on souhaite que les élus locaux soient pleinement associés et entendus en matière de prévention et protection de la santé des citoyens sur leur territoire. Or, un grand nombre d'élus locaux ne sont pas du tout satisfaits du modèle porté par les ARS pour traiter des questions de santé sur leur territoire. Merci. Merci. Donc, sur cet article 1er, un premier amendement, le 10 rectifié, Monsieur Bernard Jomier. Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, il apparaît nécessaire que le législateur se penche sur l'efficacité de l'organisation actuelle de l'action publique en matière de lutte antivectorielle. Toutefois, il est nécessaire que cette réflexion soit précédée d'un certain nombre de travaux préalables. Et en procédant au moyen d'une proposition de loi qui ne comporte pas d'étude d'impact, nous ne disposons que très partiellement des informations essentielles pour mener sereinement ce travail. Or, de plus, comme cela a été dit, l'Assemblée nationale a créé une commission d'enquête chargée d'évaluer les recherches, la prévention et les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques et des maladies vectorielles. Cette commission d'enquête a déjà entamé ses travaux d'investigation qui portent sur l'évaluation des recherches, notamment entomologiques, médicales et épidémiologiques, sur les dynamiques de propagation des moustiques et des maladies vectorielles associées, sur l'évaluation des politiques de prévention sous leur double aspect, prévention de la propagation des moustiques et mesures de prévention des épidémies de maladies vectorielles, et enfin, qui porte sur l'évaluation des politiques publiques, comprenant notamment les dispositifs de surveillance et d'alerte et les dispositifs de lutte contre les arboviroses. Alors, nous pensons qu'il est nécessaire que nous attendions les résultats des travaux de cette commission afin de disposer des recommandations et des propositions qui seront issues de nos collègues parlementaires. Il n'y a aucune urgence à légiférer en la matière et c'est la raison pour laquelle nous estimons que les dispositions des 2 premiers articles de cette proposition de loi sont prématurées, raison pour laquelle nous avons déposé un amendement de suppression. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis de la Commission. En quelques mots, l'article 1er que le présent amendement entend supprimer réorganise entièrement l'attribution de la police administrative en matière de lutte antivectorielle, dans le but de la rendre plus opérationnelle et plus réactive. En conséquence, l'avis de la Commission ne peut être que défavorable à sa suppression. Monsieur Jomier. Le rapporteur a une argumentation particulièrement synthétique, on va dire. Alors, je sais bien que le gouvernement maintenant saisit le Parlement de projets de loi sans que toutes les données soient entre les mains des parlementaires. On le voit sur un autre texte, celui sur les retraites, mais je trouve que ça n'est pas une façon raisonnable de procéder. Et l'absence complète d'arguments opposés par le gouvernement au fait qu'il y a une commission d'enquête qui travaille à l'Assemblée nationale sur ces questions, qui va rendre des recommandations dans quelques mois, est totalement incompréhensible et pas très respectueuse. Je maintiens l'amendement de suppression.
Merci. Donc, amendement que je vais mettre aux voix, avec 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Abstention, donc il n'est pas adopté. Le numéro 9 rectifié, c'est toujours Monsieur Bernard Jomier. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un amendement qui a été déposé par notre collègue Victoire Jasmin, sénatrice de la Guadeloupe, et qui a relevé qu'une difficulté récurrente relative aux interventions des agents au regard du droit des propriétaires à autoriser ou non l'accès à leur propriété privée. Les réserves qu'elle émet et les raisons pour lesquelles elle a déposé cet amendement visent à s'inscrire dans une logique de prévention. Premièrement, afin d'éviter de mettre en danger des agents qui se retrouvent, de par leur entrée sur des propriétés privées, régulièrement dans des situations de conflit avec les occupants, si ces derniers n'ont pas disposé de moyens suffisants de manifester leur opposition avant l'inspection. Et en deuxième lieu, elle souhaite que soit renforcée l'implication des habitants, qui est indispensable pour enseigner de façon pédagogique les bons gestes pour éviter la prolifération des moustiques. Il pourrait même être contre-productif que la population n'adhère pas évidemment aux campagnes d'inspection et de sensibilisation. Donc ce n'est pas un amendement qui vise à refuser le fait que, in fine, la puissance publique doit pouvoir procéder aux opérations nécessaires d'élimination d'espèces nuisibles, mais nous savons tous que sans une pleine adhésion de la population, au vu de la diversité des gîtes larvaires, une soucoupe pleine d'eau sous une plante est un gîte pour les moustiques, et c'est particulièrement fréquent dans les départements d'outre-mer. Donc c'est la raison pour laquelle elle a déposé cet amendement qui vise à renforcer cette logique de prévention. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Merci, Monsieur le Président. La possibilité pour le propriétaire d'exprimer son refus face à ce type d'intervention est déjà garantie par la Constitution, qui protège bien évidemment le droit de propriété. Par ailleurs, la référence explicite à l'article L. 1421-2 du CSP, qui prévoit précisément l'intervention de l'autorité judiciaire en cas de refus du propriétaire, révèle bien que ce dernier dispose du droit de refuser en première intention l'accès d'une propriété privée. En conséquence, avis défavorable de la Commission. Madame la Ministre, l'avis du Gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, permettez-moi juste d'intervenir quelques instants. J'étais encore il y a quelques heures à Mayotte et avec la directrice de l'ARS sur une action justement anti-vectorielle où j'étais avec des agents de l'ARS qui... Nous avons pu discuter avec les habitants et la façon dont ils intervenaient auprès des propriétaires, qu'ils soient locataires ou propriétaires privés dans leur domaine. Il s'agit bien ici d'instaurer un dialogue, d'instaurer ce dialogue de prévention, d'expliquer pourquoi on vient lutter contre les lieux où il y aurait de la stagnation et d'apporter les bons éléments. Donc, ça sera un avis défavorable à votre amendement, puisqu'en effet, au-delà de ce qui est déjà prévu dans le texte, je crois qu'il faut permettre ce dialogue entre les agents et les habitants. Je vous remercie. Merci. Je peux mettre aux voix donc cet amendement avec 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc l'amendement n'est pas adopté. Le 15 rectifié. Madame Meunier. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, l'amendement 15 porte sur la prise en compte de la préservation de la biodiversité dans les expérimentations. On le sait, la lutte antivectorielle utilise des produits biocides nocifs aux écosystèmes et aux enjeux de la biodiversité et à l'homme donc par conséquent. Parfois même, les produits qui ne sont plus autorisés en France ou en Europe sont réintroduits. C'est le cas pour le malathion, interdit en France depuis 2008 et en Europe depuis 2012, pour lequel le gouvernement a accordé un recours dérogatoire en Guyane. Il est nécessaire donc d'orienter les expérimentations vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement, comme des techniques comme celle de l'insecte stérilisé ou de l'introduction de moustiques au patrimoine génétique modifié ou encore de l'immunisation des populations de moustiques en les infectant artificiellement par une bactérie qui les rend donc réfractaires au virus de la dengue, par exemple.
Donc, face à l'effondrement de la biodiversité et en particulier des insectes et des arthropodes, n'opposons pas les enjeux et développons des politiques publiques qui les prennent en compte, d'où cet ajout par l'amendement numéro 15. Je vous remercie. Merci. Monsieur Lévrier, l'avis de la commission. Merci, Monsieur le Président. La précision apportée par l'amendement a paru judicieux à la commission, qui donc donne un avis favorable. Merci. Madame la ministre, l'avis du gouvernement. Sur votre demande, il nous semble plutôt satisfait par rapport à l'article 1 qui mentionne déjà cette possibilité d'expérimentation. Donc ce serait une demande de retrait, sinon un avis de sagesse, puisque c'est déjà satisfait. Merci. Donc, pas de retrait. Donc, avis favorable de la commission, avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté. Nous avons ensuite 3 amendements identiques. Le 3 rectifié, Monsieur Gérard Deriot. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, s'agissant d'un enjeu social majeur, il est utile que les pratiques innovantes puissent être partagées avec les collectivités territoriales qui sont des acteurs concernés par la lutte contre les moustiques. C'est donc l'objet de cet amendement. Amendement suivant, Madame Sonia de la Provoté, amendement identique. Oui, comme cela vient d'être précisé, ce sujet concerne les conseils départementaux et les communes qui doivent être tenus informés par un certain nombre d'innovations qui ont tendance à être peu ou mal diffusées sur les territoires. Et je pense que cet échange, par exemple, participerait d'une lutte plus efficace à l'échelon national. Merci. Donc, autre amendement, le 12 rectifié, Monsieur Bernard Jomier. Oui, Monsieur le Président, en quelques mots, puisqu'elle a été défendue, l'Assemblée des départements de France souligne à juste titre la nécessité que les collectivités territoriales, encore une fois, c'est la même idée, la même logique, soient associées de façon plus étroite à ces questions, parce que sans une association étroite de nos collectivités territoriales, il ne peut pas y avoir de succès en la matière. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission sur ces amendements identiques. Merci, Monsieur le Président. À ces 3 amendements identiques, une seule réponse. L'article 1er dispose que les interventions de police antivectorielles de droit commun, en prévoyant que l'exécution des mesures préventives et répressives puisse faire intervenir les communes, les collectivités territoriales mandatées par elles, ainsi que les opérateurs départementaux, fournissent nécessairement l'information préalable à ces acteurs. Aucune précision de cette nature n'est apportée dans le cadre des expérimentations et c'est pourquoi l'amendement a paru pleinement justifié. Donc, avis favorable de la commission. Merci. Madame la ministre, l'avis du gouvernement. Merci. Alors, je comprends tout à fait les préoccupations qui sont les vôtres pour assurer que les communes, en effet, et départements soient bien informés des expérimentations que le préfet pourrait avoir autorisées. Sur le fond, nous sommes tout à fait d'accord avec vous et cette information doit avoir lieu. Cependant, il nous semble que cette précision relève plus du réglementaire que du niveau législatif. Donc, ce serait une demande de retrait sur vos amendements. Merci. Monsieur Jean-Claude Roclier, explication de vote. Ah bon, pardon. Non. Donc, sur ces amendements identiques, je mets aux voix avec un avis favorable de la commission, une demande de retrait du gouvernement. Qui est pour? Contre? Abstention? Donc, ils sont adoptés. Je mets aux voix l'article 1. Qui est pour l'article 1? Contre? Abstention? Donc, l'article 1 est adopté. Sur l'article 2, l'amendement numéro 11 rectifié, Monsieur Bernard Jomier. Monsieur le Président, c'est un amendement de suppression en cohérence avec l'amendement numéro 10 sur l'article 1, donc même argumentation. Merci. Donc, Monsieur le rapporteur. Pardon, merci Monsieur le Président. Quasiment la même réponse aussi, mais peut-être rajouter que, en tenant compte de ce que vous avez dit tout à l'heure, les motivations des auteurs, de vous en particulier, sont liées à l'absence de prise en compte des travaux de la commission d'enquête relative à la lutte antivectorielle lancée à l'Assemblée nationale. Pour autant, sans préjuger des résultats que nous aurons ici,
et les propres auditions qui ont pu me conduire à des suggestions de modification de l'article 2 suivies par la commission. Et enfin, surtout, la navette parlementaire, ce texte pourra se prêter à des enrichissements ultérieurs et on peut espérer que ce rapport sera utile durant la navette. Merci. Donc, Merci. Avis défavorable, évidemment. Pardon. Merci, Madame la Ministre. Même argumentation et même avis. Donc, je le mets aux voix avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Contre? Abstention. Donc, l'amendement n'est pas adopté. Donc, nous avons de nouveau 3 amendements identiques avec les mêmes auteurs. Monsieur Gérard Deriot, le 4 rectifié. Monsieur le Président, Madame la Ministre, oui, afin d'éviter toute confusion dans les problématiques de nuisance et de lutte antivectorielle, cet amendement a pour objectif de préciser le rôle des départements dans les politiques de démoustication, lutte non obligatoire contre les nuisances de moustiques, telles que définies par la loi du 16 décembre 1964. Merci. Donc, Madame Sonnel de la Provoté, défendu. Monsieur Bernard Jomier. Défendu. Défendu. Monsieur Lévrier, l'avis de la commission. Alors ces 3 amendements identiques visent à préciser que les zones de lutte contre les moustiques sont strictement limitées aux nuisances. Cet amendement confirme l'intention initiale qui est de ne pas inclure au rang des compétences obligatoires des conseils départementaux les missions de lutte antivectorielle, qui sont par ailleurs explicitement confiées à l'ARS par l'article 1er. La précision contenue par cet amendement est par conséquent utile. Donc avis favorable de la commission. Madame la ministre émet le même avis. Donc je mets aux voix ces amendements, 3 amendements identiques avec 2 avis favorables de la commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc ils sont adoptés. Ensuite, l'amendement numéro 7 en discussion commune, Madame Sonia Provoté, pardon. Pro-pré. Donc c'est un amendement inspiré par l'ADF afin d'éviter toute confusion dans les problématiques de nuisance et de lutte antivectorielle. Cet amendement a pour objectif de préciser explicitement, et c'était nécessaire, la lutte contre les moustiques vecteurs constituant une menace pour la santé de la population. Il précise ensuite les prérogatives pour les agents concernés par les 2 problématiques, qui était aussi un élément, me semble-t-il, important à mettre dans cet article. Et je vous propose donc, au travers de cet amendement, d'adopter ces modifications. Merci. Donc en discussion commune, le 14 rectifié, Monsieur Bernard Jomier. Défendu. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces 2 amendements? Merci Monsieur le Président. Pour l'amendement numéro 7, c'est un amendement qui a été examiné en commission des affaires sociales et où il a été précisé qu'il était satisfait par l'amendement que j'avais moi-même déposé et qui lui avait été adopté. Donc en conséquence, avis défavorable, même argumentation pour le 14 rectifié qui est quasi identique à celui-là. Donc avis défavorable de la commission. Merci Madame la Ministre, l'avis du gouvernement? Oui, Monsieur le Président, en effet, vos amendements nous semblent plutôt rétablir une confusion en réintroduisant dans la loi de 64 la lutte antivectorielle, donc ce sera un avis défavorable. Défavorable. Donc les amendements sont maintenus. Madame la Provoté? Il est retiré. Donc l'amendement numéro 7 est retiré. Le 14 rectifié est maintenu. Je le mets aux voix avec 2 avis défavorables de la commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Donc, il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 2. Qui est pour l'article 2? Contre? Abstention. L'article 2 est adopté. L'article 3 a été supprimé. Nous arrivons à l'article 4. J'ai une demande de prise de parole de Madame Michèle Gréaume. Nous souhaitons intervenir lors du débat de cet article relatif à la destruction des espèces animales ou végétales mentionnées à l'article L. 1338-1 et plus particulièrement de l'ambroisie plante allergène dont le rythme de dissémination est élevé. En effet, le présent article entend améliorer la lutte contre les ambroisies en y ajoutant simplement un volet répressif pour les particuliers. La lutte contre la prolifération de ces plantes fait déjà l'objet d'un suivi attentif.
arrêté préfectoral sur les mesures à prendre et leurs modalités d'application après avis de l'ARS et du Conseil départemental de l'environnement, la mise en place de mesures de prévention et de gestion des territoires concernés, une clause ambroisie inclue dans le cahier des charges techniques particulières CCTP des marchés publics et la nomination d'un référent ambroisie dans les communes touchées. Par ailleurs, si une plante se trouve sur un terrain privé, le propriétaire des lieux est invité à l'arracher sous peine d'une amende de 450 €. Également, l'arrêté du 26 avril 2017 interdit l'introduction volontaire, le transport volontaire, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat, sous quelque forme que ce soit, des 3 ambroisies. Passer outre expose l'intéressé d'une contravention de 4e classe. Nous sommes donc interpellés par cette surenchère punitive. Nous comprenons que vous souhaitez une fois de plus vous désengager financièrement de la lutte contre ces plantes qui font, comme vous le rappelez si bien, 660 000 victimes et qui entraînent environ 40,6 millions d'euros de frais de santé. La prolifération de l'ambroisie est une question de santé publique. Il revient donc à la puissance publique de s'engager pleinement sur tous les volets, notamment celui de la prévention et du coût de la destruction. Nous serions ravis d'en débattre lors du prochain PLF. Sur un autre point, cet article prévoit que le coût de l'intervention des agents soit à la charge des occupants des lieux. Nous y sommes opposés. Si c'est une question de santé publique, est-il normal que ce soit aux occupants de payer, quand bien même leur responsabilité n'est pas engagée ou leur négligence avérée? Ce n'est pas anodin. Sans compter que tous n'ont pas les mêmes moyens financiers de le faire. Cette question des moyens est absolument déterminante, comme nous le constatons déjà aujourd'hui avec la destruction des nids de guêpes ou de frelons par exemple. Sauf dans les cas extrêmes d'urgence ou de danger, les sapeurs-pompiers n'interviennent plus et la destruction des nids est payante. Aussi, un certain nombre de personnes y renoncent, faute de moyens, pouvant leur entraîner de nombreux problèmes à court et à long terme en matière de santé publique. Merci. Donc, dans les amendements, le 19 rectifié, M. Bernard Jomier. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet article 4 vise à autoriser des organismes délégataires à entrer sur les propriétés privées. Je crois qu'il faut prendre en compte le fait que le maire, premier échelon de proximité, est susceptible d'avoir à répondre directement auprès de ses concitoyens de l'action de l'État contre les espèces nuisibles. Il est un maillon important de la chaîne d'intervention et doit pour cela être pleinement associé. Il devrait être au cœur d'un système de lutte contre l'ambroisie qui soit souple et territorialisé. Or, si la Commission a bien fait le choix de renforcer le rôle du maire dans la lutte antivectorielle, il est absent de la lutte contre l'ambroisie. Et je crains que le dispositif choisi retarde même l'élimination concrète de la plante en concentrant la décision dans les services de l'État, ARS et préfets du département, relativement loin de la réalité du terrain. C'est pourquoi cet amendement vise à réinsérer le maire dans la chaîne d'intervention en faisant qu'il soit tenu informé lorsqu'il est constaté sur sa commune la présence d'espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis de la Commission. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, le maire doit absolument être dans la chaîne d'intervention. Et donc, l'amendement suggéré rend le maire destinataire d'un constat de présence d'ambroisie, au même titre que le directeur général de l'ARS et le préfet. En conséquence, la Commission a émis un avis favorable. Madame la Ministre. Les dispositions réglementaires existantes prévoient d'ores et déjà que les collectivités locales puissent participer à la prévention et à la lutte contre les ambroisies aux côtés du préfet. L'information des maires de la présence d'ambroisie sur leur territoire, tel que vous le proposez, contribue en effet à les associer pleinement à la mise en œuvre de cette politique. Ce sera un avis favorable. Merci. Donc je peux mettre cet amendement aux voix avec 2 avis favorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Il est adopté. L'amendement numéro 16 rectifié. Toujours Monsieur Jomier. Merci, Monsieur le Président. L'article 4, toujours, autorise en cas d'urgence les agents habilités à entrer sur des propriétés privées en dehors du créneau fixant entre 8 h et 20 h. Alors, contrairement à la lutte antivectorielle pour laquelle on peut effectivement imaginer qu'il y ait des urgences qui nécessitent d'entrer la nuit sur une propriété privée, il est quand même difficile d'imaginer une telle urgence en matière ici de lutte contre les espèces végétales ou même
en imaginant une espèce animale nuisible. Cet amendement vise donc à supprimer la dérogation en cas d'urgence afin de mieux protéger et prendre en compte le droit des particuliers et la propriété privée. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. L'avis de la commission. Merci, Monsieur le Président. Alors, la Commission s'est montrée défavorable à cet amendement pour 2 raisons. Et contrairement à ce qu'indique l'exposé de l'amendement, l'article 4 ne vise pas uniquement l'ambroisie, mais toute espèce végétale ou animale dangereuse pour la santé humaine. Le cas d'urgence semble donc devoir être maintenu. D'autre part, la détection d'ambroisie n'advient pas que dans les propriétés situées en zone rurale, mais aussi dans certaines zones de vente qui ne sont ouvertes ou ouvertes aux horaires de fréquentation commerciale. La possibilité d'intervenir au-delà de 20 heures se justifie donc pleinement dans ce cas aussi. En conséquence, je le redis, avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Même avis. Donc, je mets aux voix l'amendement 19 rectifié avec 2 avis. Non, c'est pas le 19, pardon, le 16 rectifié avec 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 22 rectifié, Madame Michèle Meunier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, de la même manière qu'à l'article 1er, il est essentiel pour nous de croiser les approches et de ne pas risquer de mener des actions qui endommageraient les écosystèmes. La lutte contre l'ambroisie est principalement mécanique, en tout cas sur les terrains dégagés ou en bordure de route. Mais le recours à des herbicides peut avoir lieu, parfois par facilité. Donc il est important que la loi précise que les moyens de lutte contre l'ambroisie doivent tenir compte de la préservation de la biodiversité en minimisant autant que faire se peut le recours aux biocides. Des alternatives doivent par ailleurs être recherchées, promues et soutenues. C'est l'objectif de cet amendement. Merci, monsieur le rapporteur. L'avis de la commission. Merci, Monsieur le Président. Mais en cohérence avec l'amendement présenté à l'article 1er, la Commission maintient un avis favorable sur cet amendement. Merci, Madame la Ministre. La préservation de la biodiversité est un enjeu porté par le gouvernement et fait l'objet d'un plan de biodiversité publié en 2018. Les actions de lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine, dont notamment l'ambroisie, tiennent compte de cet enjeu. Donc pour nous, il nous semble satisfait. Ce sera une demande de retrait ou sinon un avis de sagesse. Merci. Pas d'explication de vote. Donc je mets aux voix cet amendement numéro 22 rectifié avec un avis favorable de la Commission et donc un avis de sagesse du gouvernement qui est pour, contre, abstention, donc il est adopté. Le 20 rectifié, Monsieur Bernard Jomier. Merci, Monsieur le Président. L'article 4 prévoit que l'ARS prescrit aux propriétaires, pour le compte du préfet, aux propriétaires du terrain sur lequel est constatée de l'ambroisie, de tout mettre en œuvre pour éliminer la plante. En cas de refus ou de négligence, il met en demeure le propriétaire, puis, dans un troisième temps, il prescrit que soient exécutés d'office les travaux nécessaires. On peut raisonnablement penser que ce délai, pour le coup, est trop long. C'est en tout cas l'avis des professionnels concernés, car la phase de pollinisation et d'égrainage de l'ambroisie est extrêmement courte. L'élimination de l'ambroisie devrait avoir lieu sous un délai maximal de 7 jours, qui est difficilement compatible avec la procédure prévue. Il faudrait donc simplifier ce délai pour aboutir à une réelle efficacité. Et c'est ce à quoi vise cet amendement, à raccourcir la procédure en faisant en sorte que le propriétaire d'un terrain où a été constatée une espèce nuisible soit informé dès la première notification que s'il ne procède pas aux travaux nécessaires, il sera procédé d'office aux travaux et à ses frais. Il nous semble que cela constitue une menace de sanction qui reste raisonnable et proportionnée et que nous appelons de nos vœux pour rendre le dispositif efficient. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Monsieur le Président, cet amendement propose donc la suppression de la phase de mise en demeure en cas de constat d'une espèce végétale ou animale nuisible pour la santé humaine sur un terrain privé. Bien que j'en comprenne l'intention, la phase de mise en demeure répond à l'objectif de constitutionnalité d'une atteinte au droit de propriété et doit à ce titre être maintenue. Avis défavorable de la Commission. Merci Madame la Ministre. Même avis. Donc je mets aux voix
Cet amendement 20 rectifié avec 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, il n'est pas adopté. Je mets aux voix maintenant l'article 4. Qui est pour l'article 4? Contre? Abstention? Donc, l'article 4 est adopté. Sur l'article 5, l'amendement numéro 25, Monsieur Martin Lévrier, au nom de la Commission. Merci Monsieur le Président. Outre des modifications rédactionnelles, cet amendement prévoit de rehausser l'obligation d'information des maladies urgentes ou susceptibles de faire l'objet d'une veille sanitaire au niveau législatif. L'impératif d'un décret en Conseil d'État avec avis de la CNIL est toutefois maintenu pour la dérogation au principe de l'anonymat des données de santé. Madame la Ministre, l'avis du Gouvernement? Donc, avis favorable. Donc, je mets aux voix cet amendement de la Commission avec un avis favorable du Gouvernement. Qui est pour? Contre? Abstention? Donc, il est adopté. Le 27, Monsieur Lévrier, rédactionnel? C'est un amendement rédactionnel. Madame la Ministre? Favorable. Je mets aux voix donc cet amendement. Avis favorable de la Commission. Avis favorable du Gouvernement. Qui est pour? Contre? Abstention? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 5. Qui est pour l'article 5? Contre? Abstention? Donc l'article 5 est adopté. L'article 6, un amendement de M. Martin Lévrier au nom de la Commission. Amendement numéro 26. Merci Monsieur le Président. Alors, cet amendement est le fruit d'une préoccupation personnelle, vous l'avez entendu dans ma DG, dont l'ensemble de la Commission des affaires sociales a tenu à se faire l'écho. Il n'est pas tant question de sa teneur, largement dictée par les contraintes auxquelles l'article 40 de la Constitution nous soumet, que son intention. Il s'agit d'attirer votre attention sur la nécessité de rendre toute personne contact évincée, dont je rappelle que la mesure d'éviction la place vis-à-vis de son employeur dans une situation de forte vulnérabilité, éligible au versement d'indemnités journalières de sécurité sociale. Un décret du 31 janvier 2020 a certes prévu des conditions dérogatoires d'octroi des prestations en espèces maladie délivrées par les régimes d'assurance maladie pour les personnes faisant l'objet d'une mesure d'isolement du fait d'avoir été en contact avec une personne malade du coronavirus. Cette mesure n'est toutefois pas satisfaisante en ce qu'elle n'est le résultat que d'une habilitation offerte par le législateur et non d'un droit qu'il garantit directement. Par ailleurs, l'ouverture de ce droit est limitée aux seuls cas de crise ou d'urgence sanitaire qui ne sauraient à l'avenir résumer l'ensemble des hypothèses d'éviction. C'est pourquoi l'amendement de la Commission incite, dans son intention, à ce que l'indemnisation de toute personne évincée n'ait plus à passer par un décret d'application spécifique, mais soit directement garantie par la loi. Il n'a d'autre vocation que celle d'intégrer toutes les personnes contacts évincées, quel que soit le contexte général de leur éviction, au droit commun de l'indemnisation des arrêts maladie. Je vous remercie. Merci. Non, juste une précision, simplement, Monsieur Lévrier, vous avez été un petit peu vite. Là, vous avez sauté 2 amendements. Il y a un coup d'accélérateur. Je sais qu'on va vite, mais là, c'est un excès de vitesse. Donc, je vous demanderai. Alors, vous n'aurez pas à le représenter tout à l'heure, mais vous pouvez présenter le 26, qui apparemment est une correction, une simple correction. Merci Monsieur le Président de suivre de très près tout cela. Donc, le 28 c'est marqué en premier pour moi, oui. C'est pour ça, donc je me suis... Bon, c'est pas grave. Non, c'est le 24 là. Donc, Coordination, alors, désolé si je vous ai... mais j'ai pas de miroir me permettant de voir ce qu'il y a sur l'écran, mais sur le... Moi, j'avais le 26 en premier. Correction d'une erreur de référence. Bon, c'est pas grave, on va s'y retrouver. Donc, le 26. Donc, c'est... Donc, avis favorable. Donc, je mets le 26 aux voix. C'est en rédactionnel. Pas d'opposition. Donc, qui est pour? Contre? Abstention. Donc, le 26 est adopté. Alors, le 24. Maintenant, l'amendement du gouvernement, Madame la Ministre.
Je souhaiterais rappeler toute l'importance de cet article au regard des événements actuels liés à l'épidémie du coronavirus. Vous savez que la France a mis en place une stratégie visant à limiter la propagation du virus sur son territoire en assurant la recherche active et la prise en charge précoce des personnes atteintes et de leurs contacts. Une prise en charge est organisée pour les malades et les cas contacts ou les personnes ayant séjourné dans une zone où sévit l'épidémie. Les modalités de prise en charge ont fait l'objet d'une analyse précise du Haut Conseil de la santé publique dans son rapport sur les interventions non pharmaceutiques à mettre en œuvre pour limiter la propagation des maladies transmissibles lorsqu'il n'existe ni médicaments ni vaccins efficaces. Le Haut Conseil a retenu 3 modalités de prise: l'éviction, le maintien à domicile et l'isolement. Pour ces considérations pratiques qui tiennent à leur nombre, nous avons choisi de placer à l'isolement dans un même centre d'hébergement nos compatriotes rapatriés. Mais l'objectif prioritaire rappelé par le Haut Conseil reste de placer les personnes contacts à l'isolement chez elles. C'est ce que nous appelons maintien à domicile. Ce recours au maintien à domicile est une pratique à laquelle on recourt d'autres pays, par exemple le Japon. Merci, monsieur le rapporteur. Excusez-moi, je n'ai pas fini. Vous me permettez le... Excusez-moi. Dans le schéma proposé par le gouvernement, ce maintien à domicile s'accompagne d'un suivi médical, prise de température, test biologique. Les personnes concernées doivent respecter des mesures de prophylaxie, comme le port d'un masque, pour ne pas contaminer leur entourage. L'objet de cet amendement est donc de rétablir, aux côtés de l'éviction, qui reste une mesure d'éloignement de premier niveau, la mesure de maintien à domicile qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi et dont on voit aujourd'hui toute l'importance. Je vous remercie. Merci. J'avais été un petit peu rapide sur la coupure. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission sur cet amendement du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Compte tenu du contexte d'urgence qui nous entoure, la crise actuelle à laquelle le nouveau coronavirus nous expose, et en raison des corrections que la Commission des affaires sociales a apportées à l'article 6 afin de garantir les droits des personnes évincées, je ne vois pas d'obstacle à ce que la mesure inclue la possibilité de maintien à domicile d'une personne. En conséquence, avis favorable de la Commission. Merci. Donc, je peux mettre aux voix cet amendement du gouvernement avec un avis favorable de la Commission qui est pour, qui est contre, abstention, il est adopté. Donc le 28, Monsieur Lévrier, vous l'avez exposé. Donc l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Concernant en effet l'amendement 28, votre amendement soulève la question de la protection du salarié qui ferait l'objet d'une mesure d'éviction. C'est une question importante puisque pour des raisons de santé publique, les autorités sanitaires peuvent décider qu'une personne ne se rende pas sur son lieu de travail pendant plusieurs jours, voire semaines selon l'infection. Comme vous avez également pu le constater, nous avons par décret récemment organisé l'indemnisation des personnes contacts concernant le coronavirus. Le Code de la sécurité sociale permet ces prises en charge exceptionnelles. C'est un premier point important, signe que nous partageons la même volonté, protéger la santé publique tout en protégeant les salariés. À travers votre amendement, vous soulevez un autre point qui est celui des conséquences d'une absence pour un motif qui n'est pas prévu par le Code du travail et sur le risque couru par un salarié frappé d'une mesure d'éviction pour motif sanitaire qui se verrait reprocher une absence injustifiée par son employeur. La question soulevée est légitime et une solution doit être trouvée pour répondre à ce problème. Cependant, votre amendement ne permet pas de répondre à l'ensemble de la question posée. Je vous donne un exemple. En l'état, l'amendement ne permet pas de couvrir les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires. Pour ces raisons, je pense qu'il faut mettre à profit la navette parlementaire pour approfondir la réflexion sur ce point et trouver les moyens de garantir une mise en œuvre efficace de ce dispositif. J'aurais donc tendance à vous inviter à retirer votre amendement. En cas de maintien, ce sera un avis de sagesse que je remettrai au Sénat. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Oui, je remercie Madame la Ministre d'avoir pris en compte cet ensemble. Il me paraît important de le maintenir pour qu'il puisse vraiment être dans la navette et être travaillé au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, maintien de la Commission. Très bien. Monsieur Bernard Jomier. Monsieur le Président, moi, je vais voter... Nous avons voté favorablement à l'amendement en question, mais je ne comprends pas tellement, encore une fois, l'argumentation qui est de dire il faut attendre d'en savoir plus, en quelque sorte, avant de voter cet amendement, et dans le même temps, de ne pas avoir pris encore une fois en compte le fait qu'il y a un travail en cours à l'Assemblée nationale sur ces questions. Je veux dire, selon les thématiques, c'est quand même un peu deux poids, deux mesures.
voilà, la loi sur les retraites, là, on nous dit, bon, bah, faut légiférer, même si on n'a pas les résultats de la conférence de financement, si on ne sait pas tout. Donc, il faut juste avoir une position qui soit un petit peu cohérente. Ça nous simplifierait la fabrication de la loi. Merci. Pas d'autres observations ou explications de vote. Donc, je mets aux voix cet amendement de la commission avec un avis de sagesse du gouvernement qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Donc, il est adopté. Je mets aux voix maintenant l'article 6, qui est pour l'article 6, contre, abstention. L'article 6 est adopté. À l'article 7, l'amendement numéro 23 du gouvernement, Madame la Ministre. En effet, cet amendement vise simplement à renforcer les garanties offertes aux personnes touchées par une mesure d'isolement contraint en prévoyant que le décret en Conseil d'État qui sera nécessaire pour en préciser l'application devra bien s'attacher à définir les conditions de levée de la mesure. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Oui, avis favorable. Favorable. Pas de demande d'explication de vote. Donc, je mets aux voix l'amendement numéro 23 du gouvernement avec avis favorable de la commission qui est pour, qui est contre, abstention, donc il est adopté. Je mets aux voix l'article 7 qui est pour l'article 7, contre, abstention, l'article 7 est adopté. L'article 8, l'amendement numéro 8 rectifié, Madame Patricia Moret-Richaud. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Si l'objectif de sécurité des personnes logeant à proximité des centrales justifie que l'on fasse tout ce qui est possible pour garantir qu'elles aient à disposition des comprimés d'iode, il convient de circonscrire la dérogation faite ici au monopole pharmaceutique en précisant tout d'abord que la liste des produits de santé distribuables par l'exploitant est limitée aux produits de santé strictement nécessaires à la prise en charge urgente des personnes visées par l'application du dit plan. Par ailleurs, l'exposé des motifs indique qu'il s'agit de prévoir un mode de distribution complémentaire au retrait en officine, ce que le dispositif ne précise nullement. Il est donc proposé de le préciser. Enfin, la mention d'une supervision pharmaceutique est imprécise. Il est proposé de prévoir qu'une convention soit signée entre l'exploitant et un ou plusieurs pharmaciens d'officine afin de préciser cette articulation. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Merci Monsieur le Président. Donc cet amendement semble ajouter une contrainte à la distribution dérogatoire de certains produits de santé directement aux bénéficiaires en cas de plan Orsec. La supervision de la distribution par un ou plusieurs pharmaciens paraît une garantie suffisante sans qu'il soit besoin d'ajouter une convention. Avis défavorable de la commission. Madame la Ministre, même avis. Donc, pas de demande d'explication de vote. Donc, je vais mettre aux voix cet amendement avec deux avis défavorables de la commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre, abstention. Donc, l'amendement n'est pas adopté. L'article 8, toujours l'amendement 21 rectifié, Monsieur Bernard Jomier. Merci Monsieur le Président. L'article 8 prévoit donc sur les territoires concernés par des plans Orsec une dérogation au monopole détenu par les pharmaciens en matière de dispensation publique des médicaments et de certains produits de santé. Il prévoit également la distribution de certains produits directement par livraison au domicile des personnes. Or, la rédaction actuelle ne précise pas l'acteur qui assume la charge financière de cette livraison à domicile. C'est pourquoi cet amendement y remédie en prévoyant que ce soit à la charge de l'exploitant de l'installation ou de l'ouvrage concerné. Pour ce qui concerne les installations nucléaires, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est bien l'exploitant des centrales qui finance les comprimés d'iode que les personnes vivant autour de la centrale doivent venir récupérer dans les pharmacies. Il est donc logique qu'il en soit de même pour la livraison. C'est l'objet de cet amendement. Je vous remercie. Oui, monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Merci Monsieur le Président. La précision qui vise à mettre à la charge de l'exploitant la distribution des comprimés d'iode en cas de plan Orsec semble effectivement utile. L'avis de la commission est donc favorable. Madame la Ministre, l'avis du gouvernement. J'entends bien la demande de précision de mettre à la charge des exploitants des centrales nucléaires les frais liés à l'envoi postaux. L'article 8 ne vise qu'à inscrire dans le Code de la santé publique la possibilité de déroger à des pratiques interdites.
La précision que vous demandez ne semble pas relever de dispositions du Code de la santé publique, sans remettre en cause ce principe, en effet, de déroger à cette pratique. Donc, ce sera un avis défavorable. Merci. Je n'ai pas de demande d'explication de vote. Donc, je mets aux voix l'amendement avec un avis favorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Donc, l'amendement est adopté. L'amendement suivant, le 2 rectifié, Monsieur Guillaume Arnel. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement proposé par ma collègue Véronique Guillotin et plusieurs autres de nos collègues du RDSE, le périmètre des plans particuliers d'intervention en cas d'accident nucléaire a été élargi à 20 km autour des installations. Ces PPI déterminent notamment le rayon dans lequel des pastilles d'iode sont distribuées gratuitement aux habitants. Si ce périmètre est récemment passé de 10 à 20 km, il reste bien en deçà du niveau de nombre de nos voisins, comme par exemple la Belgique où il est de 100 km, ou le Luxembourg qui distribue gratuitement des pastilles d'iode sur l'ensemble de son territoire en prévention d'un accident de Cattenom en Moselle. Nos centrales nucléaires sont vieillissantes et les phénomènes climatiques s'intensifient. Il apparaît donc nécessaire d'engager des actions plus poussées en matière de protection sanitaire des populations exposées à ces risques. Si la prise de pastilles d'iode ne permet pas d'éviter l'accident, elle est une solution d'urgence permettant d'éviter, en partie, le développement de cancers et de troubles de la thyroïde après une exposition ou une surexposition radioactive. Puisqu'il n'est pas question de faire d'économies sur la santé de nos concitoyens, et pour répondre à leurs inquiétudes légitimes, cet amendement propose d'étendre le périmètre des PPI à l'échelle de l'intercommunalité. L'échelle nationale aura été préférable, mais nous proposons une solution de compromis. Dès lors qu'une commune entre dans le rayon des 20 km, l'ensemble des communes membres de son intercommunalité intègre également le périmètre du PPI. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Merci, Monsieur le Président. Et cet amendement fait suite à une préoccupation exprimée par notre collègue sur la pertinence des périmètres des plans particuliers d'intervention. Il semble pertinent d'élargir au champ de l'intercommunalité. L'avis de la commission est donc favorable. Merci. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Les PPI relèvent de la constatation d'un danger potentiel sur un territoire et non d'un ressort administratif. L'élargissement des périmètres PPI à l'ensemble des communes d'une intercommunalité marquerait un changement radical d'approche sur les réponses aux risques. Compte tenu de la taille de ces intercommunalités, issues des réformes territoriales et de très vastes zones du territoire, seraient ainsi impactées par ces nombreux périmètres PPI. Donc ce sera un avis défavorable. Oui, Madame Brulin. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'avoue que je n'avais pas imaginé qu'on puisse élargir le périmètre jusqu'à l'intercommunalité, mais je voudrais faire part d'une expérience très concrète avec l'extension des périmètres de PPI de 10 à 20 km. La commune de Fécamp, c'est un exemple très concret en Seine-Maritime, est impactée par le PPI de la centrale nucléaire de Paluel. Or, avec l'application stricte du cercle du PPI, il y a la moitié des habitants de la ville qui ont accès à des pastilles d'iode, l'autre moitié qui n'en ont pas. Vous imaginez que des habitants qui vivent d'un côté d'une rue ou de l'autre côté de la rue comprennent assez mal pourquoi les uns bénéficient de ces pastilles, les autres non. Je trouve qu'il est assez pertinent de ne pas raisonner uniquement avec le compas, mais de prendre en compte la réalité du terrain et qu'au moins une commune entière, voire une intercommunalité, puisse bénéficier, parce que sinon, on va au-devant d'incompréhension totale, voire même de doute de la part des populations qui ont le sentiment, je vais le dire de manière un peu trivale, mais qu'on mégote un peu sur leur santé et leur sécurité. Et je pense que c'est pas ce qu'on veut dire les uns et les autres. Je vous remercie. Merci. Explication de vote, Monsieur Guillaume Arnel. Merci, Monsieur le Président. Je crois que l'argumentaire apporté par la collègue est pertinente.
Mais moi, je voudrais ajouter à l'intention de Madame la Ministre un argument supplémentaire. Nos voisins ont des PPI ou en tout cas pour des problèmes de ce genre, ont élargi leur périmètre. Par exemple, le Luxembourg, c'est 40 km. La Belgique, c'est 100 km. Il faudrait peut-être qu'on arrive à une harmonisation européenne sur ce qu'on veut faire. Merci. Pas d'autres... Madame la Ministre ? Oui, oui, bien sûr. Mesdames et messieurs les sénateurs, j'entends vos inquiétudes et les exemples qui sont donnés sont tout à fait vrais. Moi, je prends un autre exemple. Vous avez une centrale qui est sur une PCI qui est à l'extrême. Vous allez couvrir toute le PCI sans couvrir le territoire qui est à côté et au plus large. Je pense qu'en effet, au-delà peut-être de la question du périmètre lié à une commune ou lié à une interco, réfléchir à s'il faut éventuellement élargir. Donc, je maintiens ma demande, mon avis défavorable. Merci. Donc, pas d'autres demandes d'explication de vote. Donc, Monsieur Martin Lévrier. Excusez-moi, l'objet de l'amendement, c'est de prendre le rayon de 20 km, de prendre toutes les villes du rayon de 20 km et intégrer les EPCI au-delà de ces 20 km. Au-delà. Donc, il y aura toujours des périmètres, donc mais on sera au-delà de 20 km en tout cas, pour les communes qui sont dans une EPCI proche. C'est un peu mieux. C'est pas... Bien, donc entre le mieux et l'idéal, je vais mettre aux voix cet amendement avec un avis favorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement, qui est pour, qui est contre, abstention, donc l'amendement est adopté et je mets aux voix l'article 8, qui est pour l'article 8, contre, abstention, l'article 8 est adopté. L'article 9, même vote. Même vote. L'article 10, j'ai un amendement numéro 29 du gouvernement, Madame la Ministre. Il s'agit juste de faire une suppression de gage, Monsieur le Président. Très bien. Donc, je pense que sur cet amendement qui est pour... Pardon, ah oui, l'avis de la Commission, oui. C'est pour ça que je n'ai pas demandé d'ailleurs, mais bon. Donc, suppression de gage. Suppression de gage, l'amendement numéro 29, donc qui est avec avis favorable de la Commission, qui est pour, qui est contre, abstention. Donc, l'amendement est adopté et nous allons faire un vote sur l'ensemble du texte tel qu'il a été amendé, qui est pour. Qui est contre, qui s'abstient. Donc, le texte est adopté. Le Sénat a donc adopté cette proposition de loi pour limiter le développement des épidémies. L'isolement au domicile est renforcé pour éviter la contagion. En cas de maladie vectorielle transmise, par exemple par des insectes, les agents publics pourront pénétrer sur certaines propriétés privées. Un texte en plein dans l'actualité puisque la contagion du coronavirus se poursuit. 40 000 personnes ont été infectées et 900 sont décédées. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.